Donc, Hugues terminait en disant l'économie au service du projet. On va avancer dans une des données de l'économie, c'est la question des finances, question clé, à savoir comment on transforme des ressources financières en projets d'utilité sociale, mais avant de les transformer, encore faut-il avoir réussi à obtenir ces ressources. Et donc, nous allons accueillir sur cette table ronde, j'allais en dire, 3 personnes qui permettent de faire rimer solidarité et finance, ce qui ne sont pas toujours des mots qui vont ensemble. Et nous allons commencer alors avec, j'allais dire, une institution qui a été créée avant même... j'allais dire en tout cas que soit votée la loi ESS, c'est-à-dire la création de la Banque publique d'investissement, dont on entend, j'allais dire, beaucoup parler, et dont on a eu aussi un rapport d'étape fin mai qui était contribué au financement de l'économie sociale et solidaire. Et Monsieur Guillaume Mortelier, donc vous êtes directeur du pôle Nouveaux Projets et souscripteurs, donc à la direction de la stratégie des études du développement chez BPI France. Hein, j'ai tout dit, hein. Et donc je vous laisse 10 petites minutes, en tout cas, pour nous présenter comment BPI va venir soutenir l'ESS. Merci Thierry. En plus de ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'avant même que le BPI France soit en place, on savait déjà que dans le statut, l'un des axes principaux allait être de soutenir l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, c'est pour nous un axe assez important. Et en préambule, je voulais aussi rajouter, ce qui est important, c'est que notre action se conçoit en termes de groupe. On fait partie du groupe Caisse des dépôts, hein, qui est notre actionnaire à 50%. Et je tenais quand même à rappeler l'importance qu'a la Caisse des dépôts aujourd'hui dans le financement de l'économie sociale et solidaire, hein, à travers différents dispositifs, à travers à la fois la gestion pour le compte de l'État de dispositifs comme NACRE, le Fonds de cohésion sociale ou les investissements en quasi-fonds propres au titre du PIA. La Caisse doit consacrer en plus 45 millions d'euros par an sur ses fonds propres pour aller financer soit des fonds pour la microfinance ou des entreprises d'investissement, notamment la CIFA. Et aussi la Caisse finance sous forme de subventions des réseaux de création d'entreprises sur tout le territoire français. Donc ça, c'est assez important. Et l'action de BPI France va s'inscrire, non, on ne veut pas doublonner ce que fait aujourd'hui la Caisse ou aller remplacer la Caisse. Notre réflexion pour notamment le dispositif dont Thierry parlait, que l'on a présenté en mai dernier, ça a été vraiment d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait s'inscrire en complément de ce que fait aujourd'hui la Caisse des dépôts. Et sur les... Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des 6 axes dont on avait parlé en mai, mais plus de ceux qui concernent plus particulièrement les associations. Et en fait, il y en a 3. Le premier, c'est Sogama, que la plupart d'entre vous connaissent. Hein, c'est une institution qui va faire des garanties pour les prêts aux associations. C'était une participation à 46%, c'est toujours d'ailleurs une participation à 46% de la Caisse des dépôts. Et la Caisse, dans le cadre de la création de BPI France, va nous céder cette participation dans les prochains mois. L'idée pour nous étant d'utiliser ce que fait aujourd'hui Sogama pour compléter notre portefeuille de produits et essayer de voir comment on peut aider à développer l'action de Sogama. Donc ça, on ne va pas révolutionner le monde associatif là-dedans, mais on va essayer de pousser un peu cette activité. Il y a 2 éléments essentiels que l'on a créés dans ce dispositif et qui s'adressent notamment aux associations. Il y a le premier qui est le prêt participatif social et solidaire.
dont l'idée est de se dire certaines associations aujourd'hui trouvent des financements bancaires et on aimerait donner un coup de pouce à ces financements bancaires. Donc on va s'appuyer sur les réseaux bancaires qui sont aujourd'hui présents dans le financement des associations et des autres entités de l'économie sociale et solidaire et essayer de leur donner un coup de pouce à travers un prêt qui va être assez long, donc moyen terme, c'est un prêt à 7 ans, avec un différé significatif, qui permettra en fait là où des projets avaient du mal à se financer, de compléter le tour de financement et ainsi de financer des projets un peu plus ambitieux. Ce prêt va être distribué par les financeurs classiques de l'ESS et par les réseaux bancaires avec lesquels vous travaillez aujourd'hui. On est en discussion avec eux pour savoir exactement dans quelle modalité fixer les conditions. On devrait sortir ce produit à la fin de l'année pour une montée en charge début 2014. Et ce sera un prêt donc, pour financer des projets d'investissement pour les entités de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est le premier point. Donc aller renforcer un peu la capacité des entités de l'économie sociale et solidaire, notamment des associations, à trouver des financements. Toujours en s'appuyant sur les réseaux déjà présents qui auront une délégation pour octroyer ces prêts. Le deuxième point qui est assez intéressant et qui va aider les entités de l'économie sociale et solidaire, c'est la création d'un fonds d'investissement sur lequel on travaille en ce moment avec l'IDES et la CGSCOP. Alors au départ, ce fonds d'investissement, on l'avait créé pour les coopératives, pour faire des titres participatifs. On pense que c'est un outil assez intéressant pour renforcer les fonds propres. Et c'est un outil qui permet d'attirer d'autres financeurs qui sont aujourd'hui assez craintifs par rapport à l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils se disent je vais perdre mon argent, je sais pas exactement où va l'argent. Et aujourd'hui, s'appuyer sur un acteur qui est présent, qui maîtrise les outils, comme l'IDES, faire une politique d'investissement qui va être assez compréhensible pour des investisseurs qui sont aujourd'hui capables, qui sont aujourd'hui assez peu gourmands, donc qui vont attendre des rentabilités, disons pour couvrir l'inflation et leurs frais, et pas beaucoup plus. Ce type d'initiative, on pense, va permettre d'amener un peu plus de financement sur le monde de l'économie sociale et solidaire, tout en renforçant le haut de bilan des entités, notamment des associations. Et en fait, lorsque l'on travaillait sur ce fonds, on s'est rendu compte, plusieurs associations sont venues nous voir et nous ont dit écoutez, on voit qu'on va avoir un problème de ressources à terme et qu'on a un vrai enjeu de renforcement de notre haut de bilan. Et dans le même temps, on a eu de la loi qui va, comme la plupart d'entre vous ont pu le voir, assouplir les conditions du titre associatif, qui était auparavant, je pense que sur les 10 ou 20 dernières années, il y a eu 2 ou 3 titres associatifs qui ont été octroyés. Et la nouvelle loi va donner un peu plus de flexibilité. Et du coup, on va permettre au fonds qui est en train d'être créé avec l'IDES, de renforcer les fonds propres des associations à travers des titres associatifs. Et l'objectif à terme n'est pas uniquement ce fonds lui-même, dans lequel on va mettre plusieurs dizaines de millions d'euros à côté d'autres investisseurs. L'idée est de montrer que des investisseurs qui ne sont aujourd'hui pas spécialement familiers avec le monde de l'économie sociale et solidaire peuvent venir en créant des outils qu'à la fois ils comprennent et sur lesquels ils peuvent avoir un profil de risque et une rentabilité, même si ce n'est pas tout à fait le mot, une couverture de leurs frais qui soit raisonnable par rapport à leur attente. Et comme ça, mobiliser un peu plus de fonds sur le financement des entités de l'économie sociale et solidaire. Voilà, pour le côté BPI France. On reviendra tout à l'heure aussi sur la question de l'innovation. Donc pour continuer, j'allais dire, notre tour sur la question des financements, donc on va s'intéresser à France Active qui, je regardais hier son projet qui, une simple phrase, mettre la finance au service des personnes, de l'emploi et des territoires. Donc on est, j'allais dire, en plein de ce dont on parle, j'allais dire, depuis ce matin. Et donc Jean-Michel Lécuyer, donc vous êtes directeur général de la CIFA et directeur des activités de France Active, investi aussi dans l'ESS. Donc vous allez nous présenter la vision de France Active. Oui, merci, bonjour. Donc, en effet, on est en plus en train de faire légèrement évoluer le slogan vers au service de l'emploi et de la cohésion sociale sur le territoire. Donc, je dirais que c'est encore plus proche de la mission de l'UNIOPS.
Juste quelques éléments de contexte. Pour être bien clair entre nous, les questions de financement qu'on évoque là, malheureusement, sont connexes, mais sont disjointes des questions de politique publique qu'évoquait M. Widor tout à l'heure, c'est-à-dire la question du financement de l'exploitation, notamment des associations sanitaires et sociales, de l'évolution des ressources ou des moyens que les conseils généraux ou les ARS et les autres acteurs du financement du secteur peuvent consacrer à vos problématiques. Nous, on ne peut pas intervenir là-dessus. Et là, je confirme, pour être un observateur du secteur, notamment en lien avec ADESA Domicile, qu'il y a de vraies difficultés, évidemment, sur ce sujet par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, notamment dans le cadre de cette loi cadre SS? Le contexte, c'est en effet que, notamment du fait de ce que je viens d'évoquer, il y a une difficulté croissance des associations à faire des excédents. On peut remarquer au passage que le précepte qui est inscrit dans la loi et dont vous discutiez tout à l'heure, c'est-à-dire au moins la moitié des résultats doivent être laissés dans l'entreprise et investis dans le projet. Aujourd'hui, ça n'est pas réellement appliqué par l'État en direction des associations du secteur, puisque l'État reprend les excédents très souvent. Donc il y aura moyen peut-être d'interroger l'État d'ailleurs sur la contradiction apparente avec la loi ESS. Donc en l'occurrence, une difficulté de croissance à générer des excédents. Et pourtant, pour les associations comme pour des entreprises qui parfois se placent en concurrence avec celles-ci, la nécessité impérative d'avoir des fonds propres, c'est-à-dire des fonds qu'on n'est pas obligé de rendre à une date donnée à un prêteur, par exemple un banquier, pour pouvoir se développer, ne serait-ce que parce qu'il faut avoir des fonds propres pour convaincre le banquier de vous prêter. Alors, la loi cadre SS et plus généralement le contexte créé par l'arrivée de la BPI dans ce paysage, les évolutions du titre associatif qui sont peut-être perfectibles, mais qui ont le mérite d'exister et d'ouvrir une vraie fenêtre d'opportunité, à notre avis, qu'il faut réussir à tester avec le monde associatif pour renforcer les fonds propres du secteur. Tout ça crée un contexte qui est, à mon avis, là, du côté du financement en fonds propres des associations qui ont des projets de développement, des projets de fusion, crée un contexte plutôt favorable. Donc les fonds du type de celui que BPI va abonder avec l'IDES nous semblent être des acteurs susceptibles de réellement pouvoir renforcer les fonds propres des associations, à condition que, comment dirais-je, l'équation soit bien posée et que tout le monde soit prêt à contribuer à la résoudre. C'est-à-dire, comme disait M. Mortelier tout à l'heure, il y a un minimum de rémunération qui est attendu par les apporteurs de fonds. En l'occurrence, il faut qu'eux-mêmes se modèrent, qu'ils comprennent bien qu'il ne s'agit pas de rémunérer des fonds de capital risque dans cette affaire, et que si c'est ça leur exigence, ça ne le fera pas. Le monde associatif ne sera pas prêt à ça. Il faut que le monde associatif perçoivent aussi, ce qui n'est pas si évident que ça, nous, dans les études qu'on a faites, que le fonds propre, ça ne se rémunère pas comme du prêt bancaire, que notamment c'est beaucoup moins liquide, c'est plus long en termes de durée. Tout ça a quand même un certain coût pour l'investisseur et donc mérite une rémunération un peu supérieure. Et puis il y a une question aussi de position de l'investisseur en fonds propres qui est intéressante, c'est-à-dire c'est dans le domaine du capital investissement dans les emprises classiques, c'est un investisseur actif qui appuie le développement stratégique de l'entreprise de façon très active, et voire intrusive, mais pour le bien de l'entreprise. Enfin, son objectif à lui, c'est in fine, quand il sortira, dans 5 à 7 ans, de maximiser sa plus-value financière. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'ici, dans le cas de l'investissement en fonds propres dans le monde associatif, il peut y avoir un réel intérêt à développer ce volet accompagnement, implication stratégique de l'investisseur auprès de l'association. Parce que vos associations ne sont pas en général dirigées par des professionnels de la finance, même si les directions financières maintenant, notamment dans les associations gestionnaires, sont bien structurées. Et il y a un réel intérêt, je pense, à ce que des professionnels de la finance s'impliquent à vos côtés pour bâtir une vraie stratégie de financement qui permettra un développement qui me semble absolument nécessaire pour faire face aux concurrences que M. Widor évoquait tout à l'heure, mais qui peut passer par des fusions, par des absorptions, enfin par des opérations un peu complexes sur lesquelles une ingénierie est nécessaire. Voilà. Donc un investisseur fonds propres, ça peut à la fois vous apporter des fonds propres, mais aussi contribuer quelque part à vous apporter cette ingénierie
nécessaires au développement. Voilà, sinon juste une remarque, alors peut-être sur ce que fait France Active aujourd'hui et demain, quand même rapidement. Nous, on vous finance plutôt en quasi-fonds propres aujourd'hui, c'est-à-dire on apporte des prêts sans garantie sur 5 à 7 ans avec des différés d'amortissement qui pour nous sont plus simples à gérer que le titre associatif actuel, par exemple, parce qu'on a une perspective de nous faire rembourser. Alors demain, on envisage nous aussi de se mettre pour le coup au titre associatif dès lors qu'il y aura une perspective de sortie plus claire que celle qu'on a aujourd'hui. France Active finance au total à peu près 1000 entreprises sociales et solidaires par an, c'était le chiffre 2012, dont 2/3 d'associations, donc on est vraiment en accompagnement du monde associatif, et finance des associations du monde sanitaire et social depuis 3-4 ans. Donc on a commencé à rentrer dans ce monde-là, venant plutôt du monde du financement de l'insertion, et on est aujourd'hui en situation de financer des associations d'aide à domicile, des associations gestionnaires du secteur du handicap, mais aussi des associations médico-sociales, voire sanitaires dans certains cas, en appui, souvent en renforcement de fonds de roulement, c'est-à-dire on ne va pas vous financer à la place de la banque, on finance à côté de la banque. Notre sujet à nous, c'est d'apporter à l'association ce que la banque ne lui apporte pas pour permettre son développement, et notamment un renforcement sur le long terme de sa trésorerie et de ses moyens de se développer, finalement. Voilà. Dernière chose, j'ai été... en vous entendant débattre de l'agrément ESS et de le danger éventuel que pouvait susciter l'émergence d'emprises commerciales dans le champ, j'étais amusé quelque part dans la mesure où cet agrément, dans sa forme actuelle, existe depuis 10 ans et qu'il n'a jamais beaucoup intéressé le secteur, en fait. Pour le coup, nous, on le pratique. Notre champ d'intervention, c'est l'agrément entreprise solidaire. Et franchement, les réseaux associatifs, on n'a jamais vraiment pu les mobiliser sur les évolutions de l'agrément jusqu'à présent. Donc je vois que maintenant, ça mobilise à fond. Et c'est très bien. Pour le coup, ça crée un débat qui me semble très sain parce qu'on va arriver à une définition alors qui, d'après nous, fixe un peu trop de carcans dans tous les sens quelque part parce qu'il y a quand même beaucoup de critères à respecter. Mais qui a le mérite d'être relativement clair, on va dire, sur le champ. Et la réalité actuelle de l'agrément, c'est que c'est une vraie passoire, cet agrément. Qu'une société commerciale, dans certaines régions au moins, parce qu'en fait, ce sont les directs qui font la loi, elle peut très facilement se faire agréer. Donc, l'évolution, en tout cas, par rapport à la situation ex-santé, elle sera, à mon avis... très clarificatrice, quoi. On aura des règles qui seront claires sur l'agrément, un peu trop lourdes à notre avis une fois de plus, mais au moins claires, qui dans une certaine mesure permettront aux entrepreneurs sociaux de rentrer dans le champ, sachant que moi je partage plutôt l'avis du CIBIC, ça a été quand même pas mal cadré tout ça, et enfin, on verra ce que ça donnera in fine. Voilà. Merci. Donc vous m'aviez fait une transition que je reprends, qui était nous finançons à côté de la banque. Alors, je vais donner la parole à une banque, j'allais dire la banque qui nous accueille, de fait, et qui, un peu plus que nous accueillir, avec qui nous sommes en partenariat. Donc, Valérie Vitton, vous êtes directrice de la direction des organismes et services d'intérêt général, donc au Crédit Coopératif, et donc je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Effectivement, ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est de voir que l'accompagnement des associations dans tous leurs besoins de financement, c'est plusieurs partenaires, donc 3 ici notamment, et c'est bien cette complémentarité entre les différents partenaires qui va permettre de continuer à vous accompagner. Alors, les lois, les règlements concernant la banque, il y en a plein. Souvent, on est amené plutôt, les banquiers, à expliquer pourquoi BAL 3 permet moins de vous accompagner. Là, on est plutôt à dire, voilà, la loi ESS, quelle perspective elle ouvre? Alors, ce n'est pas une loi bancaire, donc il n'y a pas d'outils spécifiquement bancaires ou de choses qui concernent directement le métier du financement, mais c'est plus sur les articulations qu'on peut trouver entre les différents modes de financement que c'est intéressant de se pencher sur le sujet. Alors, moi aussi, je vais commencer par 2-3 phrases de contexte. On voit bien nos clients que l'on accompagne tous les jours. Les besoins de financement, notamment sur l'immobilier associatif, sont extrêmement importants. La rénovation, la mise aux normes, vraiment un vrai sujet de financement et de financement lourd, des gros besoins de financement, parce qu'on peut dire, en mettant
plein de guillemets, que le secteur sanitaire et social, c'est de l'industrie lourde. Ça nécessite de gros investissements. Il y a aussi les besoins de financer l'innovation. Vous avez besoin de fonds propres, là, parce que les financements publics sont de moins en moins à financer l'innovation. Et puis, les besoins en fonds de roulement, dont parlait Jean-Michel, quand il y a des développements d'activités, même sans changer d'activité, ça génère des besoins en fonds de roulement. Alors, ça a été dit, mais c'est important de le rappeler, le financement bancaire est toujours là. Alors, ça va évoluer aussi dans les années à venir. Les financements longs, c'est plus difficile pour certains banquiers aujourd'hui de faire des financements longs. Bon, on a la chance, nous, de ne pas être contraints au niveau bilanciel là-dessus, mais c'est des éléments à prendre en compte. Et il faut aussi, à côté du prêt bancaire, avant, à côté, ou je ne sais pas quand, mais en tout cas en même temps, des fonds propres. Alors, quand on pose la question, que vous voulez combien, on m'a encore posé la question hier après-midi, vous estimez qu'il faut combien de fonds propres dans un programme d'investissement? Bon, il n'y a pas de réponse comme ça. Alors, on apprend des choses à l'école, mais qui concernent plus les entreprises, de dire il faut X% de fonds propres et X% de dettes. Bon, il n'y a pas de réponse unique. C'est chaque projet nécessite un certain pourcentage de fonds propres. Parce que chaque projet peut supporter un maximum de dettes. On peut le prendre dans un sens ou à l'envers. Donc, c'est sur les fonds propres, les quasi-fonds propres, que la loi ESS ouvre des perspectives. Alors, je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail là, sur les titres associatifs, puisqu'il y a des gens au Crédit Coopératif, et Uxibil l'a rappelé tout à l'heure, qui se sont beaucoup penchés sur le sujet et qui ont œuvrer auprès du cabinet du ministre pour faire évoluer les textes, puisque le titre associatif qui existe depuis 1985, donc il a déjà une petite histoire derrière lui, mais pour autant, le nombre d'émissions de titres associatifs, avec une main, on arrive à peu près à faire le tour, avec les doigts d'une main. Donc c'était quelque chose qui avait besoin d'être rénové. Il y avait deux handicaps pour ce produit, c'était la durée perpétuelle et la rémunération faible. Vous voyez, quand on vous dit ça, titre perpétuel, c'est-à-dire à l'initiative de l'émetteur et avec une faible rémunération, ce n'était pas très, très attractif. Donc les associations avaient une grosse difficulté par rapport à une entreprise. Une entreprise, ça fait facilement une augmentation de capital. Enfin, relativement facilement. Il faut quand même trouver ceux qui veulent rentrer au CEPAL. Mais pour une association, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, le texte de projet de loi tel qu'il est prévu, il dit, je vais citer, donc l'article 213.9 ter, L239 ter, dit « Les contrats d'émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée. » Échéance déterminée, ça change tout. À l'issue d'un délai minimum de 7 ans, donc on est dans une durée raisonnable, dès lors que les excédents constitués depuis l'émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période, dépassent le montant nominal de l'émission. Donc ça veut dire que c'est une durée qui peut être limitée à 7 ans, et dès que les excédents cumulés le permettent, le titre peut être remboursé. Et en même temps, il est proposé d'augmenter de 2,5 points la rémunération sur les titres associatifs. Donc ça devrait permettre d'avoir des émissions de titres associatifs qui ne se compteront plus au bout de 30 ans sur les doigts d'une main, mais qui vont s'accélérer, et c'est un outil qui va être à la disposition des associations pour augmenter leurs fonds propres et pour avoir recours à l'emprunt qui est, encore une fois, un complément, les deux se complètent. Alors, qui est visé par ces titres associatifs? Est-ce que vous allez vous dire, est-ce que moi, ça me concerne? Alors, la loi dit que sont potentiellement visées des associations de toute taille. Bon, potentiellement, mais réellement, sûrement pas. Le point critique pour l'entité bénéficiaire étant sa faculté à dégager, sur longue période, une rémunération du titre associatif correspondant au degré de risque pris par l'investisseur pour l'accompagner dans sa stratégie. Donc c'est ce que disait Jean-Michel tout à l'heure.
Après, quelle est la rémunération qui correspond au risque? Là, c'est des choses qui se verront à l'usage. Il y aura sûrement des calages à faire. Voilà, BPI aura sûrement aussi une vision des choses et à travers le fonds. Il a déjà été parlé de l'IDES et de BPI France, donc Crédit Coopératif en tant que partenaire de l'IDES. On est bien sûr particulièrement attentif et en éveil sur la constitution de ce fonds d'investissement qui, on l'espère bien, pourra intervenir bien sûr dans les coopératives, puisque c'est une clientèle qui est loin de nous désintéresser, mais également, on espère qu'il y aura des titres associatifs, et pas que une ou deux belles marques, mais des souscriptions nombreuses pour accompagner le secteur. Vous avez parlé de Sogama, je ne vais pas revenir longuement dessus, mais Sogama, nous sommes Crédit Coopératif, le premier partenaire de Sogama, le premier apporteur de dossier, comme on l'est d'ailleurs, je fais un petit cocorico sur l'économie sociale et solidaire avec France Active. Donc le renforcement des capacités d'intervention de Sogama en garantie des emprunts que les banques peuvent accorder au secteur nous paraît bien sûr une excellente chose, même si aujourd'hui le secteur, je crois que vous n'êtes pas parmi les secteurs qui avaient le plus de difficultés à accéder à l'emprunt, globalement. Mais voilà, le renforcement des capacités d'intervention de Sogama est une excellente chose. Et ensuite, l'autre point sur lequel je voudrais dire deux mots, c'est là pour reprendre la suite de ce qui a été dit sur la rénovation de l'agrément d'entreprise solidaire, donc avec l'introduction de 4 critères qui donc appartenir à l'ESS. On a longuement débattu depuis ce matin sur ce que ça pouvait vouloir dire. L'utilité sociale, une rentabilité inférieure aux autres structures du fait de sa mission sociale et une rémunération des salariés encadrée. Donc ça ouvre plus largement la possibilité d'accéder à notamment l'épargne solidaire, à un plus large échantillon de structures. Alors voilà, chacun pensera ce qu'il veut de l'élargissement, on ne revient surtout pas là-dessus, on en a déjà bien parlé, mais ça veut dire qu'on aura d'autres capacités. Notre société de gestion Ecofi intervient déjà sous forme de billets à ordre solidaires dans des structures. On espère bien que le mouvement va s'amplifier parce qu'il y aura plus de structures qui vont demander l'agrément et parce qu'il y aura aussi, on espère bien, un développement notamment de l'épargne salariale solidaire pour développer les sommes disponibles pour s'investir. Je dirais que là, Crédit Coopératif et Ecofi, on espère bien continuer à jouer ce rôle d'être au milieu de la chaîne entre l'épargne qui apporte la ressource et les structures qui utilisent, via les billets à ordre solidaires par exemple, la ressource. C'est comme la semaine dernière, via diverses manifestations, on fêtait les 30 ans de la finance solidaire. Et là aussi, le Crédit Coopératif est un peu faire la chaîne entre les deux extrémités, l'épargnant et l'association bénéficiaire du produit de partage. Là, sur l'épargne solidaire, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà en quoi une loi non bancaire peut concerner la banque et peut aider la banque à mieux vous accompagner dans vos projets. Merci Valérie. Donc la parole est à vous. Peut-être moi, pour utiliser l'espace, je pense qu'effectivement cette loi, en tout cas vous écoutez, elle apporte des points sur des mutations importantes du secteur, qui sont celles de la question des fonds propres et de la question de l'investissement, qui je pense seront des sujets dont nous aurons à débattre sûrement dans d'autres moments. Je dire que ce sont des sujets d'avenir. Alors y a-t-il des mains qui se lèvent sur la question des financements ou avons-nous, oui, là-haut, était tellement clair. Pour faire un peu d'autopromotion, d'autant que ce n'est pas moi qui ai écrit cette partie, vous rappelez que dans le document de rentrée sociale, vous avez quand même un très bon chapitre sur la vie associative qui détaille aussi les instruments de BPI
de BPI France, en tout cas les éléments qu'on avait pu recueillir. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, Didier Boisset au Crédit Coopératif. C'est une question qui s'adresse à monsieur de la BPI. Est-ce qu'il peut nous dire un mot, vous pouvez nous dire un mot sur le fonds innovation et comment vous allez travailler les dossiers sur ce sujet? Alors, il ne va pas vous répondre maintenant parce que c'est prévu qu'il le fasse dans la deuxième partie de la table ronde. Vous mettez en l'air mon conducteur, là, je vais être dépassé. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que c'est la transition pour qu'on parle justement des questions d'innovation sociale? Non. Là, ça me permet, moi, éventuellement de poser ma question un peu brute de décoffrage. Nos associations de solidarité peuvent-elles être rentables? Enfin, pour moi, la réponse, c'est peuvent-elles faire des excédents? Et là, la réponse, elle est oui. Il faut absolument qu'elles fassent des excédents, qu'elles renforcent leurs fonds propres. Ça permettra d'assurer leur pérennité dans la durée et accessoirement de rembourser les investisseurs. Donc, oui, si rentable, c'est à l'équilibre et au-delà pour dégager des fonds, des excédents qui permettent de consolider les fonds propres pour faire face à des difficultés éventuelles, parce que dans toute activité associative, entreprise ou autre, il peut toujours y avoir des coups durs, des années avec des pertes, parce que voilà, un coup dur imprévisible. Donc il faut constituer du fonds de roulement pour investir, pour faire face aux coups durs. Donc, ça avait été dit tout à l'heure, oui, faites du lobbying auprès des financeurs pour qu'ils vous laissent vos fonds propres. Merci. L'enjeu, c'est aussi, je pense, de bien comprendre comment, pour une association, comment aller taper, entre guillemets, dans tous les soutiens financiers potentiels. Et donc, du coup, être capable de convaincre à la fois un épargnant ou un individuel qui va mettre une subvention, on va dire, un banquier ou un investisseur peu gourmand qui va vouloir la soutenir. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas forcément le modèle global de la rentabilité, c'est d'être capable de comprendre ce que chacun attend dans les soutiens et comment on peut travailler avec chacun de ces typologies d'investisseurs. Donc là, au moins, vous rejoignez Hugues Vidor sur le fait qu'il faut qu'on s'améliore au moins auprès du grand public si on veut réussir à le convaincre, en tout cas de mettre une partie de son épargne dans nos projets ou lui donner du sens à son épargne. Je crois que j'avais une question. Écoutez, vous m'avez devancé. Parce qu'en fait, c'était la question en fait, de savoir les associations qui n'ont... il y a un certain nombre d'associations, on le sait, qui quand elles arrivent à la fin de l'année, qu'elles font le bilan, elles n'ont pas d'excédent. Déjà, beaucoup d'associations se battent pour juste ne pas être dans le rouge. Donc après, ces associations-là, comment est-ce qu'elles peuvent être aidées ? C'est une question qui demeure entière. Après, celles qui ont effectivement des fonds de roulement, et elles ont effectivement une aide qui est tout à fait appréciable de ce que j'entends, au niveau de la durée, du prêt, etc. et tout. Mais je pense à toutes les autres associations qui vont rester un petit peu... après avoir quelle autre solution pour ces associations-là, s'il y en a. Voilà. On peut espérer qu'il y en aura. Il y avait une autre question qui sera la dernière question, en tout cas, sur ce premier temps de table ronde. Allez-y. Bonjour. Donc, je voulais vous poser une question toute simple. C'est pour les jeunes créateurs d'entreprises solidaires ou les associations toutes récentes. On sait très bien qu'il faut au moins 1 an d'exercice pour pouvoir bénéficier de certaines aides et puis de mettre en place des fonds. Là, comment on peut faire pour les aider, eux, qui sont jeunes créateurs, pour pouvoir les aider à mettre en place leurs projets? Ou les jeunes associations, bien sûr. Alors, au niveau des outils financiers pour soutenir la création d'entreprises ou d'associations, vous pouvez aller voir France Active. Par exemple. On a vraiment mis un point d'honneur à soutenir aussi bien la création que le développement des associations. La création, ça représente à peu près 20% de nos financements en direction du monde associatif.
Et donc, on a créé des outils spécifiques pour ça, le fonds d'amorçage associatif, les garanties d'emprunt bancaire qu'on accorde, on les accorde à la création également. Donc, on aide les banques en quelque sorte à vous financer à la création. Et par ailleurs, on a créé un outil de financement avec la Caisse des dépôts qui s'appelle le fonds de confiance, qui sert à accompagner les porteurs de projets avant la création, pour qu'ils travaillent sur leur projet, qu'ils le fassent maturer, pour qu'au bout de 6 à 9 mois, ils puissent faire démarrer leur entreprise. Et ça, dans un contexte où on essaie de faire en sorte que le porteur de projet il soit hébergé dans une association ou une entreprise sociale existante pour qu'il soit coaché, entouré, etc. Donc ça aussi, ça peut être une solution. Il y en a d'autres pour aider à faire maturer les projets, qui sont complémentaires d'ailleurs du fonds de confiance, qui sont les fabriques à initiative qui se développent maintenant en région ou des incubateurs. Il y a un certain nombre de solutions qui commencent à émerger ou à se développer et qui concernent y compris les créateurs d'entreprises associatives. Je vais juste rajouter à ce que dit Jean-Michel, le dispositif NACRE aussi de la Caisse des dépôts qui est plus dirigé vers les allocataires de minima sociaux ou les chômeurs, mais qui vient aussi soutenir la création d'entreprises en tant que telle. C'était peut-être plus pour répondre à Madame sur les entreprises qui ont, les associations qui ont un petit peu peut-être de difficultés. Les réseaux d'accompagnement et les DLA sont des bons points d'appui pour aussi vous aider à travailler votre business plan. Il n'y a pas de solution miracle, mais que les associations s'appuient bien sur toutes les structures existantes. Elles sont nombreuses, pas forcément toujours assez connues, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures. Merci Valérie. Donc je vais demander aux intervenants, complémentaires. Je vais vous garder sur pour que vous puissiez continuer d'intervenir pour la partie débat. Je vais demander à monsieur Jérôme Faure. Allez-y, installez-vous. Monsieur Faure, je ne peux pas me priver de vous demander de ramener à Madame Sabine Fourcade dans la réflexion sur la tarification, comment on va pouvoir permettre aux associations de conserver leur excédent et leur permettre déjà d'en faire et de les conserver. C'est un peu facile, mais au moins je me permets du coup d'avoir le micro pour vous le demander. Nous allons poursuivre notre débat sur la question de l'innovation sociale. Vous l'avez peut-être entendu, en tout cas, sur la question de la présentation de la loi. Cette question, en tout cas, de l'innovation sociale et de sa définition va et vient. Et donc est revenu en tout cas dans un article 10 ter. Et on a voulu en tout cas sur cette journée d'études s'intéresser en tout cas aux définitions de l'innovation sociale. Et Monsieur Kansari, vous êtes responsable des questions européennes à l'AVIS et vous avez accepté en tout cas de venir nous apporter votre éclairage sur cette question. Bonjour, merci tout d'abord de nous avoir conviés à cette table ronde. Je vais essayer rapidement de vous proposer quelques éléments de définition concernant l'innovation sociale, également les enjeux actuels au niveau communautaire, au niveau national et régional rapidement, qui concernent ce sujet via quelques slides. Alors, tout d'abord, pourquoi l'innovation sociale ? Pour répondre à des besoins sociaux croissants auxquels ni le marché ni les pouvoirs publics ne peuvent répondre. Et cette question de besoin social était vraiment au cœur même de la notion de l'innovation sociale. Et on peut le définir comme un besoin social quand il est reconnu comme indispensable par une majorité de groupes. On a essayé de mener en lien avec le mouvement des entrepreneurs sociaux et Sofres en 2012 une étude sur les besoins sociaux des Français. Et ce qui ressort de cette étude, c'est qu'environ 17,6% des Français estiment que leurs besoins sociaux ne sont pas satisfaits. Donc ça démontre tout l'intérêt et le potentiel de développement de l'innovation sociale. Alors,
ces besoins sociaux sont de deux ordres, qui sont d'un côté structurels ou voire émergents. Et ça concerne un ensemble de thématiques qui vont du vieillissement de la population, qui renvoient aux questions de l'isolement et la question de la dépendance, la crise de logement, l'accès aux nouvelles technologies de l'information, tout ce qui concerne l'alimentation, la mobilité et la question notamment de prise en charge des jeunes et les horaires décalés, par exemple, comme source potentielle de développement de l'innovation sociale. L'innovation sociale est un sujet d'actualité, on le voit avec la crise notamment, il est nécessaire de développer des nouvelles politiques publiques pour répondre à ces besoins émergents et de trouver des modalités de partenariat et d'implication de la société civile dans l'élaboration de ces politiques publiques. On voit également émerger une nouvelle économie collaborative où il y a une forte participation des usagers, par exemple tout ce qui est développement des plateformes de crowdfunding et participation des citoyens via le soutien à des projets innovants. Et l'innovation sociale dispose aussi d'une forte capacité de décloisonnement entre l'économie sociale et l'économie classique. On retrouve ici tout ce qui est comme partenariat entre les associations et les entreprises notamment, et également le décloisonnement entre l'innovation sociale et l'innovation technologique et les passerelles et les complémentarités entre les deux. Alors, l'innovation sociale, de quoi est-ce qu'on parle? On se réfère ici à une définition qui a été retenue par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, que vous retrouverez sur ce slide, et qui est vraiment partagée par l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui met l'accent notamment sur la participation et la coopération des acteurs pour pouvoir répondre à ces besoins sociaux. Ce qui est intéressant par rapport à cette définition, c'est de relever aussi le fait que l'innovation sociale s'inscrit dans un process continu. Il y a la phase de l'émergence de l'innovation sociale. Ensuite, il y a l'expérimentation, puis la diffusion de cette innovation sociale. Et vient enfin le moment de l'évaluation de cette innovation qui est très importante pour savoir comment continuer, également changer d'échelle, le cas échéant, pour promouvoir encore plus ces formes d'innovation. Alors, par quel type d'acteurs peuvent être portés ce type d'innovation? En fait, on va dire qu'il n'y a pas une seule catégorie. L'ensemble des acteurs sont partie prenante, que ce soit des associations qui, historiquement, et qui, par l'existence même et la proximité qu'elles ont avec leur public, sont des viviers d'identification des besoins sociaux et apportent au quotidien des réponses à ces innovations. Mais il y a également les entreprises, les citoyens, les collectivités territoriales qui peuvent porter différentes actions dans le champ de l'innovation sociale. Une fois qu'on a eu cette définition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, l'enjeu c'était de voir comment caractériser un projet socialement innovant. Vraiment pour pouvoir accompagner ces projets, pour les financer et pour les soutenir dans le processus de développement. Dès 2011, il y a une trentaine d'acteurs issus de l'économie sociale et solidaire, France Active, CGScope, le MOVE, l'ARF, ont essayé de réfléchir sur comment on peut élaborer une grille de caractérisation de l'économie sociale, de l'innovation sociale. Et à partir de là, il y a une nouvelle proposition qui a été formulée pour dire comment on peut qualifier un projet socialement innovant. Le constat de départ était que l'innovation sociale constituait une approche multifactorielle et qu'il fallait prendre plusieurs facteurs en compte afin de pouvoir définir un projet socialement innovant. Sur cette base, cette grille comporte 4 axes prioritaires. La réponse à des besoins sociaux mal satisfaits. Et dans chaque axe, vous allez retrouver plusieurs critères. En tout, il y a une vingtaine de critères qui peuvent permettre de définir et se situer par un projet pour savoir si on est socialement innovant ou pas. Donc la réponse à des besoins mal satisfaits, à cet endroit-là, on va retrouver tout ce qui est comme élément de définition et de diagnostic, comment j'identifie ces besoins-là, quel type de réponse je peux y apporter. En deuxième pilier, c'est la génération d'autres effets positifs. C'est comment j'interviens sur mon environnement, est-ce que je prends en compte le développement durable. Troisième pilier concerne l'expérimentation et la prise de risque. Dans quelle mesure un projet qui est innovant est forcément comporte des risques et dans quelle mesure j'anticipe les risques et comment je trouve les financements, notamment mobilisables, pour soutenir mon projet.
Et dernier pilier, ça concerne le partenariat et l'implication des acteurs. Dans quelle mesure j'associe les différentes parties prenantes sur mon territoire, par exemple, pour mener à bien un projet socialement innovant. Alors, les 20 critères qui soutiennent ces 4 piliers peuvent être tout à fait adaptés selon le contexte local, selon les projets, et le curseur peut être mis selon l'environnement ou le choix des partenaires pour dire nous, notre projet, la façon dont on souhaite définir l'innovation sociale va porter plutôt sur tel ou tel critère que d'autres. Pour en revenir un petit peu au niveau de l'approche territoriale et les enjeux liés à l'innovation sociale, on voit qu'il y a un intérêt croissant au niveau européen, national et régional pour les questions liées à l'innovation sociale. Au niveau communautaire, il n'existe pas une définition réglementaire de l'innovation sociale, mais dans les différentes publications de la Commission, on retrouve une conception qui est plutôt proche de la définition du Conseil supérieur, qui consiste à dire l'innovation sociale, c'est la conception et la mise en œuvre de réponses à des besoins non ou mal satisfaits. On voit un engouement fort de la part de différentes directions générales de la Commission européenne pour l'innovation sociale. À ce titre, la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'innovation comporte un pilier fort qui est dédié à l'innovation, qui est porté par la Direction générale recherche de la Commission européenne. Et il y a également un intérêt très fort de la part des directions générales emploi et politique régionale, puisque début 2013, il y a une copublication d'un guide sur l'innovation sociale qui constitue une sorte de benchmark des pratiques au sein de l'Union européenne, ayant une approche très territoriale et en essayant de voir quelles sont les pratiques chez nos voisins européens. Ce guide a de l'intérêt aussi dans la mesure où la Commission essaie de définir quelles sont les différentes étapes pour la mise en œuvre d'un projet innovant. Et la Commission distingue environ une dizaine d'étapes qui se complètent et qui permettent la mise en œuvre de projets socialement innovants. A souligné également l'appui de la Commission européenne pour la mise en réseau des acteurs au niveau européen. La Commission a aidé l'élaboration et la mise en place d'une plateforme d'échange en ligne sur Internet qui s'appelle Social Innovation Europe, où les différents acteurs intervenant dans le champ de l'innovation sociale en Europe peuvent partager leurs pratiques, se mobiliser, échanger sur les questions liées à l'innovation sociale. Enfin, toujours au niveau communautaire, un enjeu fort qui concerne le financement de l'innovation sociale. Ça concerne la prochaine programmation des fonds structurels. La Commission souhaitait que l'innovation sociale soit mieux prise en compte dans cette prochaine programmation et que ce soit une des priorités dans l'ensemble des programmes opérationnels qui concernent aussi bien le Fonds social européen que le FEDER. Donc dans les prochaines semaines et mois à venir, il faut être vigilant et regarder de près pour voir dans quelle mesure les régions prennent en compte le financement d'innovation sociale via le FEDER ou le FSE. Au niveau national, on voit aussi l'intérêt pour l'innovation sociale, notamment toujours dans le prolongement des travaux du Conseil supérieur de l'ESS. 9 propositions ont été formulées pour accélérer le développement de l'innovation sociale. À titre d'exemple, comment développer et appuyer la mise en place d'écosystèmes au niveau territorial pour appuyer l'innovation sociale. Comment mettre en place des actions de formation et de sensibilisation liées à l'innovation sociale. Comment dans les achats publics et les achats de l'État garder une place plus importante aux actions portées par les acteurs de l'innovation sociale. Il y a également la création du fonds de financement de l'innovation sociale qui a été abordé, je ne reviendrai pas dessus. Et également le projet de loi de l'ESS qui, via l'article 10 ter, effectivement, garde une place privilégiée à l'innovation sociale. Au niveau des régions, on voit également un intérêt croissant de la part des régions pour la question de l'innovation sociale. En lien avec l'ARF, nous avons essayé de mener une enquête pour voir dans quelle mesure les conseillers régionaux intégraient l'innovation sociale dans leur stratégie. Alors, au niveau des stratégies régionales de l'innovation, on se rend compte que l'innovation sociale commence à être petit à petit représentée et un quart des régions font explicitement référence, qui portent des dispositifs de soutien à l'innovation sociale, et un tiers y font référence. Dans les prochains jours, on va essayer de publier une étude qui va mettre l'accent sur justement quelles sont les expériences ou quels ont été les dispositifs et les projets
soutenus par les régions concernant l'innovation sociale, un panorama un petit peu des pratiques des régions. On voit également l'intérêt des régions pour développer des fonctions ou des services liés à l'innovation sociale. Plusieurs régions, comme la région Île-de-France, Picardie ou la Bretagne, disposent désormais des services dédiés à l'innovation sociale qui accompagnent les projets et qui soutiennent le développement de l'innovation sociale au niveau régional. Et les différents types d'actions que peuvent mener par les régions concernent des travaux de définition, en se basant notamment sur les travaux du Conseil supérieur, des actions de recherche, de capitalisation de bonnes pratiques, de formation et de lancement d'appels à projets pour soutenir des actions au niveau régional en ce qui concerne l'innovation sociale. Alors, pour finir, quelques défis qui concernent l'innovation sociale pour les années à venir. Tout d'abord, arriver à défendre une vision élargie de l'innovation qui ne concerne pas uniquement l'innovation technologique, mais montrer que l'innovation a plusieurs facettes, dont l'innovation sociale. Concevoir des politiques publiques, en particulier en région, de soutien vraiment de proximité à l'innovation sociale. Faire des territoires les premiers écosystèmes d'appui à l'innovation sociale, parce que cette action de proximité paraît vraiment être indispensable, et contribuer à la mise en réseau des acteurs de l'innovation sociale au niveau des territoires. Vous retrouverez, alors on a essayé de mettre en place une boîte à outils innovation sociale sur notre site internet, où justement pour aller plus loin, si vous souhaitez, sur cette grille de l'innovation avec les différents critères, des fiches pédagogiques et des ressources et des exemples de projets issus de l'innovation sociale. Cette boîte à outils est disponible en ligne et accessible. Je vous invite à aller le regarder si vous souhaitez pour en savoir plus. Merci. Merci à vous. Je vais demander à Guillaume Mortellier donc, de nous faire, je reviens sur une de vos slides, une petite brève sur justement la question du Fonds d'innovation sociale BPI. Oui, ça va être assez bref et je crains de ne pas vraiment satisfaire la curiosité du monsieur du Crédit Coop qui a posé la question tout à l'heure. En fait, on est encore en train de travailler sur la définition précise des projets éligibles, à la fois pour définir ce qu'est l'innovation sociale, en réinterprétant en fait à notre sauce la grille d'analyse de la VISE, et aussi en discutant avec l'État pour savoir quels sont les projets qu'il compte financer. Donc l'idée, ce qu'on est sûr, c'est qu'on va faire de l'avance remboursable. On va financer des projets et pas des entreprises, donc c'est des projets socialement innovants. Ensuite, la définition de socialement innovants et des projets éligibles, on est encore en train de travailler dessus. On devrait atterrir d'ici la fin d'année sur une définition précise de ce qu'on veut faire et de combien de ressources on a pour financer ces projets-là, et pour lancer le fonds premier trimestre 2014. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir en dire beaucoup plus aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je suis intéressé par la discussion aussi. Merci. Donc, pour poursuivre, vous aurez noté effectivement que Sabine Fourcade est représentée par Monsieur Jérôme Faure, et je vous remercie de nous apporter en tout cas l'éclairage des travaux qui ont été faits par la délégation interministérielle à l'expérimentation, à l'innovation et à l'économie sociale, et nous apporter en tout cas la vision aujourd'hui de l'État sur l'innovation sociale, et peut-être plus particulièrement l'innovation sociale des acteurs non lucratifs sanitaires et sociaux. Bien, je vous remercie. Alors d'abord, en premier lieu, je vous demanderai de bien vouloir excuser l'absence de Sabine Fourcade, à la fois pour un agenda assez chargé et une mobilité réduite, puisqu'elle a quelques problèmes de dos qui la pénalisent beaucoup en ce moment. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'interviens, j'allais dire, quelques minutes avant l'intervention de Benoît Hamon. Et comme votre journée est consacrée au projet de loi économie sociale et solidaire, je le laisserai, comme digne initiateur de cette loi, vous dire un certain nombre de choses. Donc je ne vais pas, moi, beaucoup parler de la loi, si ce n'est peut-être effectivement pour dire que un des points qui a été mis en avant lors de la discussion au Sénat la semaine dernière, c'est donc la réintroduction dans le projet de loi de cet article sur l'innovation sociale. Vous savez que c'est un article qui était dans le projet d'origine. C'était l'article 69 du projet d'origine,
qu'il avait disparu, non pas par désaccord sur le fond, mais par, disons, caractère normatif de l'article. Lors du passage en Conseil d'État, le Conseil d'État estimant que ce texte n'avait pas une portée normative suffisante pour faire objet de la loi. Les sénateurs en ont décidé différemment, puisqu'ils ont donc réintroduit à l'article 10 ter cette définition de l'innovation sociale, précisant les possibilités pour cette innovation sociale d'accéder à des financements publics sur certaines conditions, et demandant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire de définir un certain nombre de critères. C'est ce que le Conseil d'État d'ailleurs souhaitait, puisque un grand moment des débats en Assemblée générale du Conseil d'État ont été autour de cette notion de droit souple ou droit mou, et de dire que le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire avait cette vocation de pouvoir définir ce qui relève donc non pas de la norme, bien évidemment, mais d'une sorte de droit souple. Et l'innovation sociale se prête assez bien, et c'est en ce sens d'ailleurs une innovation, se prête assez bien à ce genre de débat. Le deuxième point sur lequel je voulais dire, mais pratiquement tout a été dit, c'était de dire que s'il y a maintenant, et bon, il faut attendre le vote final de la loi, bien évidemment, mais s'il y a un contexte légal, légitime qui se met en place pour l'innovation sociale, ce qui est une grande avancée, parce que je ne voudrais pas rappeler des choses qui fâchent, mais je me souviens d'être allé avec un gouvernement précédent devant monsieur Drouin, qui préside au ZEO, et je crois que sur l'innovation sociale, nous avions été reçus assez sobrement, je vais dire. C'était avant, oui, mais j'ai bien dit que c'était sous un gouvernement précédent, hein, donc ça fait maintenant effectivement quand même assez longtemps, ça fait une demi-douzaine d'années. Je m'occupe de ces questions d'abord à la tête de la délégation interministérielle, qui est maintenant une mission interministérielle. Mais ça permet de voir quelques évolutions et de voir que finalement, grâce au travail de beaucoup, et je voulais, il nous a quittés là pour le moment, souligner le travail fourni par Uxibi en particulier, bon, à la fois avec la VIS qui vient d'être brillamment rappelé, mais également au sein d'un groupe de travail mis en place au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, et qui aboutit à la définition qu'on retrouve aujourd'hui dans le texte du projet de loi. Donc, je voulais dire, donc, à côté de cet encadrement législatif qui se met en place, il y a effectivement un certain nombre d'autres leviers sur lesquels l'État est acteur et a participé. Donc, on a évoqué le fonds d'innovation sociale qui va voir le jour, mais il y a également tout ce qui se fait déjà, en particulier, et vous l'avez souligné tout à l'heure, au travers du programme Investissement d'avenir, sur les 100 millions d'euros qui étaient consacrés à l'économie sociale et solidaire. Et je voudrais vous rappeler que sur l'appel thématique qui a été lancé en 2012, on avait mis en avant en particulier l'aspect innovant des projets qui étaient proposés donc, au PIA. Et on a eu beaucoup de réponses du secteur médico-social. Sur cet appel à projet, au total, on a 17,3 millions d'euros qui ont été distribués et 13,4 pour le seul secteur médico-social. Ça représente plus de 75% des fonds qu'on a distribués dans le cadre de cet appel à projet. Et on va relancer dans quelques semaines un nouvel projet thématique pour, j'allais dire, épuiser les crédits du PIA, puisqu'ils doivent être définitivement engagés avant la fin 1994. Et sur cet appel thématique,
Bon, alors je peux déjà vous parler peut-être de certains thèmes. Tout n'est pas encore défini, mais il y aura en particulier un thème sur les circuits courts, et on considère que sous ce thème, ou le thème recyclage, des acteurs du médico-social ont leur rôle et pourront, je pense, présenter des projets. Et là, il y a encore à peu près une quinzaine de millions d'euros disponibles pour cet appel à projet. Donc on voit que ce n'est pas négligeable et qu'il y a le caractère innovant, et c'est ce que nous recherchons, entre autres, dans ces appels. Et je vous rappelle que c'est là aussi des fonds remboursables, mais sur une durée de 7 ans. Et je pense qu'il y a là donc un effet levier pour l'innovation sociale qui est également important. Puis je crois qu'il faut également vous dire, sans vouloir être beaucoup plus long, que la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, travaille également, j'allais dire, sur ce sujet en interne, et qu'on a mis en place depuis le début de cette année un travail d'acculturation de nos services déconcentrés sur l'innovation sociale. Car il ne s'agit pas simplement de souhaiter cette innovation sociale, de mettre un cadre législatif, d'avoir des leviers financiers pour ça, mais je crois qu'il est également intéressant d'avoir en face de vous, sur le terrain, une administration qui sache aussi ce qu'est l'innovation sociale. Et il faut bien le dire, ce n'est pas tout à fait dans la culture administrative. Elle a des tonnes de qualité, la culture administrative. Mais, comme l'avait d'ailleurs remarqué un Premier ministre bien antérieur, ce n'est pas forcément le rôle de l'État de savoir faire de l'innovation. Mais il doit au moins être là pour accompagner. Et cet accompagnement, on veut aussi qu'il soit parmi nos services. Et on a commencé donc un travail qui devrait par la suite se généraliser, mais autour d'un certain nombre de régions, pour justement acculturer nos services à toutes les dynamiques d'innovation sociale qui peuvent se trouver. Puis je voudrais, et je terminerai là-dessus, également vous faire part d'un appel à projet qui vient de se terminer sur les pôles territoriaux de coopération économique. Là aussi, on recherche l'aspect innovant. Et là aussi, le secteur qui est le vôtre, il trouve tout à fait sa place. On a reçu pratiquement 180 dossiers. Hein. La clôture avait lieu le 31 octobre. La semaine dernière, on était plutôt consacré au débat parlementaire, donc on n'a pas beaucoup regardé les dossiers. On a commencé hier et j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de dossiers qui avaient, autour de ces pôles territoriaux de coopération économique, beaucoup de dossiers en provenance du secteur médico-social. Et là aussi, avec des projets, je pense, innovants. On a tout le mois novembre pour terminer cet examen. Mais je pense que là aussi, on aura un certain nombre de projets et donc de structuration possible et d'encadrement possible de l'innovation sociale qui se mettra en place. Merci, j'ai changé de côté. Hein. Je fais une animation dynamique. Ah, pardonnez-moi. Si, je voulais juste, parce que tout à l'heure, j'étais devant et puis dans mon dos, on demandait comment participer au groupe d'experts de la Commission européenne dont je fais partie en tant que représentant de la France. Hein. C'est moi qui siège pour la France à ce groupe d'experts parmi les États membres. Je voulais vous signaler à ce propos, en janvier prochain, les 16 et 17 janvier, à Strasbourg, la Commission organise un show, un grand événement justement autour de cette initiative européenne sur l'entrepreneuriat social. Et je ne peux que vous souhaiter et que vous répondiez à cet appel de venir expliquer ce que vous faites, puisque c'est la parole donnée. Alors, c'est dit aux entrepreneurs sociaux, mais je me place dans la lignée de ce qu'a dit mon prédécesseur à double titre, en tant qu'ancien délégué interministériel et orateur précédent, Hugues Siby, en disant, soyez entrepreneurs sociaux et soyez d'abord entrepreneurs et allez porter votre parole à ce genre de manifestation. En tout cas, il est prévu que l'UNIOPS et l'URIOPS Alsace soient présents effectivement au mois de janvier.
Donc, pour poursuivre, nous allons cette fois-ci donner la parole aux acteurs et nous intéresser donc à 2 témoignages de projets innovants. Le premier donc, nous vient de la Fédération nationale des familles rurales et Madame Bénédicte Léridé, vous allez venir en tout cas nous expliquer ou nous exprimer comment ça se passe, j'allais dire, en réalité, et aussi peut-être les difficultés que vous rencontrez à financer ou pérenniser un projet innovant. Bon, je vais essayer. D'abord, j'ai envie de dire, pour revenir sur la table ronde de tout à l'heure, que je me considère, et peut-être le mouvement Famille Rurale dans son intégralité, comme des dinosaures béotiens de l'innovation sociale. Pourquoi dinosaures? Parce que la structuration même du mouvement, c'est bien de partir d'une volonté des familles en milieu rural qui créent des associations locales et qui créent des services. Donc on est bien sur une culture associative forte et je me vois mal, et j'en ai déjà parlé, hein, rassurez-vous, demander à des bénévoles de devenir des entrepreneurs sociaux, notamment dans des petites et moyennes structures. Donc dinosaures. Béotien, parce que tous les financements, là, tout ce que je viens d'entendre, je me dis, oh là là, faut que je prenne la parole, mon Dieu, quelle horreur. Voilà, quand on est bénévole, et là j'interviens en tant que bénévole, quand on est bénévole, on n'est pas toujours au courant de tous les dispositifs qui existent. Et puis l'innovation sociale, on est des dinosaures, mais au bon sens du terme de l'innovation sociale, parce que ça fait 70 ans que nous faisons de l'innovation sociale sur nos territoires. Donc là, j'ai envie de vous présenter un projet. Alors, j'ai pris l'exemple de ce projet qui s'appelle Capage, mais qui existe aussi dans d'autres fédérations départementales de familles rurales. Alors, Capage, c'est quoi? C'est se dire qu'il y a des personnes vieillissantes. On n'a pas mis d'âge, hein, ce sont des personnes retraitées qui sont en ruralité extrêmement isolées et qui n'ont pas l'occasion de sortir de chez elles et de rencontrer des gens pour diverses raisons. L'idée, c'était donc de créer un service. J'aime pas beaucoup le mot service, hein, parce que je trouve que c'est très capitalistique. C'est pas véritablement un service, c'est créer du lien social. Alors, est-ce que c'est par le service, mais c'est évidemment pas le but, et pas de faire du service. Et donc, c'était bien d'avoir des bénévoles, toujours des bénévoles sur le terrain qui, accompagnés de professionnels, mettent en place des animations itinérantes pour les personnes très, très isolées qui ne vont plus au club des anciens, enfin, qui ne vont plus sur le marché, qui ne vont plus nulle part. Alors, l'émergence de ce projet, ça a été d'abord une étude prospective et développement qui a été mise en place par la Fédération régionale de Bretagne, pardon. Ça a été commandité à l'Université de Rennes. La question qu'on se posait, c'était de savoir quel était l'état des services de proximité en Bretagne. Bon, il y a des trous, hein, en centre-Bretagne, il n'y a pas grand-chose qui existe. Alors, ce n'est pas du service à la personne, c'est du service de proximité. Donc, enfin, voilà, c'est tout à fait transversal. On n'est pas forcément seulement sur le sanitaire et social, on est sur des choses très transversales. Et pour les Côtes-d'Armor, on s'est rendu compte que la population était extrêmement, extrêmement vieillissante. D'ici à 2015, on va avoir la majorité de la population des Côtes-d'Armor aura plus de 60 ans. On avait cette volonté des gens de vieillir chez eux et puis la perte d'un certain nombre de services publics sur les territoires ruraux. Donc, cette idée d'animation itinérante existait déjà, notamment dans la Fédération de la Loire-Atlantique. Et la commission personnes âgées de la Fédération départementale des Côtes-d'Armor s'est emparée de cette idée pour l'adapter au territoire. Alors, il y a eu évidemment plusieurs étapes à suivre. Ça, c'est vraiment l'émergence. Pour la mise en place, on a ce que nous, on considère d'innovant. Parce qu'avant, on avait une habitude pas forcément très bonne de monter des projets, d'aller voir les financeurs et de leur dire « il nous faut tant ». Donnez-nous des sous, ça c'est vraiment ce qu'on a préparé, c'est vraiment bien, ça va fonctionner et financez-nous. Maintenant, ce qu'on voit sur le territoire, c'est que ça marche plus comme ça et c'est pas plus mal. Donc on est en co-construction,
C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table toutes les parties prenantes qui s'occupent du bien vieillir en ruralité et sur les territoires. Donc ça va des CCAS au CLIC en passant par l'ARS. Enfin, il y a tous les intervenants des territoires qui ont construit tous les projets, qui ont construit les diagnostics, qui ont permis de repérer les futurs usagers. Donc pour nous, ça, c'est innovant. Et ça a un rôle fondamental, puisque ce travail a permis que chacun puisse mieux se connaître et a permis de voir tout le fait que les associations locales, familiales ou autres, sont des associations qui font du développement social local. Et ça, ce n'était pas forcément clair et pour les associations et pour les partenaires. Bon, et puis, il a fallu trouver des sous, parce que c'était bien joli d'avoir tout le monde autour de la table, mais on ne peut pas toujours demander aux communes de financer l'intégralité des projets, même si s'il n'y a pas tant de financement que ça de la part des communes, mais il y a des mises à disposition de locaux, des mises à disposition de personnel qui compensent. Il a fallu trouver des sous. Alors, au temps de l'expérimentation, trouver l'argent, ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'on va à la Fondation de France et on est tout de suite épaulé. On va même au conseil régional et parce qu'il y a des lignes sur l'innovation sociale, justement, le conseil régional épaule. Voilà, donc il y a eu un travail avec les fondations, un travail avec les divers organismes qui s'occupent de l'isolement des seniors et aussi du travail autour de l'autonomie. Donc ça, c'était pas super compliqué. Maintenant, il faut, c'est des financements qui sont sur 3 ou 5 ans. Bon, la question que j'ai envie de poser, c'est, je me demande, l'innovation sociale, ça dure combien de temps ? Parce que si c'est que 3 ou 5 ans, effectivement, c'est innovant pendant 5 ans, comment on pérennise ? Et c'est vraiment un sujet qui nous pose souci. Vraiment, j'ai envie de préciser que moi, je parle des petites et des moyennes structures. Alors, j'ai écouté avec attention tout ce qui s'est passé avant. Je n'ai pas tout compris. Hein. Je suis bénévole. Je ne suis pas technicienne. Donc mais même quand on est salarié, bon, ça me rassure. Moi, ce que je vois, c'est que dans nos structures, comment faire pour emprunter de l'argent, déjà ? Parce qu'on parle de garantie, qu'on peut avoir des gens qui se portent garants pour emprunter de l'argent. Chez nous, ce n'est même pas envisageable. Le titre associatif, alors émettre des titres, ça me pose question. Voilà, donc ça, c'est vraiment compliqué. Après... je crois que je perds le fil. J'avais écrit plein de trucs, hein, puis je ne m'en suis pas servi. Donc, je perds le fil. J'avais envie aussi de poser 2 choses. On a parlé tout à l'heure des critères de l'innovation sociale. Alors, j'ai lu les 20 critères dont on a parlé. Et souvent, on retrouve toujours cette question de la prise de risque financière. On n'a pas de fonds propres. On n'en a plus. On en a eu, on n'en a plus. Comment on fait ? Voilà, donc effectivement, on est fédérés. Hein, les associations locales sont fédérées, accompagnées par les fédérations qui les aident à monter tout ce qui est projet européen. On bénéficie de leaders quand il y a leaders sur les territoires. Mais même les fédérations, elles n'ont plus de fonds propres. Enfin, comment on fait véritablement ? Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Et puis, donc j'ai lu les critères. Pour moi, c'est compliqué. Hein, mais peut-être que j'ai mal lu. C'est un peu compliqué parce que justement, il y a cette question du financement. Puis j'ai une toute petite remarque sur la définition de l'innovation sociale. Je me demande comment on peut définir quelque chose qui est innovant parce qu'il n'a pas existé avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Bénédicte. Donc pour poursuivre dans ces paroles d'acteurs, donc... On va changer en tout cas un tout petit peu de secteur pour aller dans le domaine de la lutte contre les exclusions et des structures aussi d'insertion par l'économique. Et Gilles Ducasse, vous allez nous apporter une vision depuis Emmaüs France. On va faire une petite correction, mais tout le monde le fait, c'est Ducassé. Il y a un petit accent, mais c'est une majuscule, mais c'est classique. Malheureusement, c'est pas la bonne famille.
Je vais pas forcément vous faire un topo avec une expérience, mais plutôt essayer de vous brasser les visions d'Emmaüs France, donc tête de réseau national qui regroupe les 285 groupes sur le territoire français du réseau Emmaüs. Ce qu'on peut noter, 1 en termes d'innovation, 2 sur les financements et 3 après sur la loi. Et tout ça dans les 10 minutes imparties. Je vais dire exactement la même chose que ma voisine. Nous, sincèrement, cette définition-là, on ne la souhaite pas. On trouve qu'elle est... c'est une tarte à la crème, que c'est compliqué. Ce qui est très intéressant, c'est déjà BPI veut reprendre les critères pour en faire des nouveaux. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est très évolutif et qui, pour nous, peut figer des choses en tant que tel. Deuxièmement, on peut aussi voir... c'est un peu péjoratif pour tous les non-innovants. Voilà, on met de l'accent sur l'innovation et de moins en moins on finance les non-innovants, ceux qui travaillent depuis longtemps, qui font des actions, qui font des projets. Voilà, donc je reviendrai après sur les financements, mais il y a aussi psychologiquement, ça nous met dans une posture qui nous dérange. Troisièmement, c'est aussi, je présentais quelques actions innovantes du mouvement Emmaüs. À un moment donné, quand c'est repris par la loi, pour nous, c'est plus innovant. Donc c'est aussi le rôle du secteur associatif. Je prends juste un exemple. On a monté, il y a à peu près 50 ans, un truc qui s'appelle SOS Famille, qui font du microcrédit social avant que le microcrédit social existe. Voilà, ça fait 50 ans que le mouvement Emmaüs le fait. La loi l'a reconnu il y a 10 ans. On continue à le faire d'une manière différente. Il y a 50 ans, c'était innovant. Maintenant, c'est plus innovant. Une communauté Emmaüs qui accueille toute personne sans durée, sans conditions, sans financement, ça reste innovant. Une structure comme Emmaüs Défi qui fait du travail à l'heure, c'était innovant il n'y a pas longtemps, ça ne sera peut-être plus parce que dans la nouvelle loi sur la réforme des financements de l'IAE, on peut prévoir un dispositif de ce type-là. Voilà, donc il y a des caractères innovants à un moment donné, ils bougent. Voilà, donc c'est pour nous, oui, on est dans l'innovation depuis 60 ans, c'est ce qu'on fait. Après, c'est comment on fiche pas des choses sur certains territoires. Un projet sera innovant, alors qui sera exactement le même dans l'autre coin de la France, mais il aura une particularité locale qui sera adaptée. Donc c'est comment on arrive à avoir une définition qui soit quand même souple et qui permette à un moment donné quand même d'avoir un cadre clair. Sur les financements, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des conventions ou des liens avec tous les intervenants précédents. Ce qu'on peut dire, ce qui est compliqué, c'est oui, il y a plein de choses qui existent. Voilà. C'est comment les associations ont vraiment accès à ça. Voilà, c'est quelles connaissances elles ont des dispositifs, et nous, fédération, on doit servir à ça. Mais après, il y a quand même dans tout ça des manques. On va les lister. Et c'est ce que Madame a dit juste après, qui est souvent on a des financements sur l'innovation, la pérennisation d'une action innovante. On ne peut pas dire que notre système soit bien organisé pour ça. Et on a des projets qui sont innovants depuis 20 ans et qui sont sur des lignes d'innovation sociale parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une pérennisation en tant que telle, mais la structure étatique continue à financer ça. Deuxièmement, qui est un projet peut être innovant à un moment donné, peut l'être encore sur un territoire, mais par exemple sur des questions d'investissement, on va avoir une fondation d'entreprise. Si on présente 15 fois le même projet sur 15 territoires différents, pour eux, à un moment donné, ça bloque. Donc on a pérennisé un dispositif, on le maîtrise, mais c'est plus innovant pour la fondation, donc elle ne veut plus le financer. Donc il y a aussi quelques petites choses. 3, il n'y a pas de coordination des financements. Donc on peut le voir, on peut être multifinancé sur certains projets et pas sur d'autres. Donc c'est aussi comment les financements sont coordonnés en tant que tels. 3 sur
On peut aussi voir que certaines petites associations de notre réseau vont avoir du mal juste, et on a des discussions avec Jean-Michel là-dessus, c'est juste rembourser pour certains chantiers d'insertion qui ne font pas de bénéfices, qui sont tous les ans ric-rac. C'est compliqué, donc juste de rembourser. Donc comment on permet à ces structures-là d'avoir un système pour eux? Et à contrario, on a des très grosses structures, quand elles sont un petit peu en difficulté, on a aussi du mal à trouver des financements parce qu'on souhaite que les financements soient non risqués ou avec une rentabilité suffisante. Donc, c'est-à-dire qu'il en résumé pour nous, il y a plein de choses qui existent, mais il y a beaucoup d'exceptions sur des situations particulières, locales, en tant que telles, et donc ce qui permet, dans plein de situations, en gros, la structure, elle ne trouve pas la solution qui va en face. Donc, c'est quand même compliqué. La chance qu'on a, parce qu'on m'a demandé aussi d'être positif, la chance qu'on a, c'est qu'on a réussi. Donc c'est sur la partie plus pérenne d'avoir une réforme des financements de l'IAE. Donc on est un des rares secteurs en 2014 à avoir une augmentation du budget de l'État, 35 millions d'euros, avec une prise en compte des demandes, donc un travail participatif et collaboratif avec la DGFP, le Conseil national de l'insertion pour l'activité économique et en gros quand même une réforme sur la partie financement État qui est satisfaisante, qui permet de commencer une sécurisation des structures, de développer l'activité et d'imaginer une nouvelle forme d'innovation. Donc ça, c'est quand même, c'est un des rares secteurs en 2014 qui pourra se dire, c'est pas suffisant, on n'est pas allé jusqu'au bout de la réforme, mais au moins c'est une bonne chose. Après, ce qui peut être regrettable dans cette réforme, c'est qu'on n'a pas réussi à coordonner les autres financements. Donc, c'est ce que je disais, c'est réforme État, mais juste pour vous donner, un chantier d'insertion, il a 8 autres financeurs qui ont des demandes particulières, pas les mêmes évaluations, des dossiers à faire. Voilà. Et on n'a pas encore réussi à faire qu'il y ait un seul dossier, un seul financement, une seule évaluation pour l'ensemble de la structure. Donc, ce qui est quand même, ce qui sera un minimum. Le troisième remarque, c'est globalement sur la loi. Alors, on va faire une position très iconoclaste. Qui est de dire fondamentalement, on trouve bien sûr c'est nécessaire d'avoir mis en place cette loi, mais on aurait imaginé que tout le monde, dans la définition de l'article 1, ou même dans la définition de l'article 7, ait les mêmes critères, ce qui aurait permis une vraie inclusion de tout le monde, et de se dire, il n'y a pas les anciens, il n'y a pas les nouveaux, et d'avoir une redéfinition claire, nette et précise de ce que c'est l'ESS en tant que tel, et que chacun rentre avec une définition partagée en tant que tel du secteur. Deuxièmement, donc ça c'est un vœu pieux parce que le projet de loi n'est pas construit comme ça, on est un des rares mouvements à dire ça en tant que tel, mais c'est quand même aussi notre rôle de le dire. Ça aurait été beaucoup plus simple pour nous de se dire, voilà, une structure de l'ESS, elle doit rentrer avec différents critères et qu'elle soit... quel que soit son statut et quel que soit... c'est vraiment des critères de pratique effectifs, contrôlés, vérifiables, qui fonctionnent, et pour les anciens comme pour les modernes, entre guillemets. Deuxièmement, donc dans ça, on peut quand même nous souligner que le projet, il est intéressant, mais insatisfaisant, et tout au long de la journée, on a pu voir qu'on pouvait l'améliorer. Donc, juste une petite anecdote sur les 50% de dividendes. On a déposé, on a fait tout un travail de lobbying avec la FNARS et le CORAS sur les amendements. Louis Gallois, qui est ancien patron de ADS, nous signait que les 50%, c'était un montant qui, pour lui, était plus qu'excessif dans les pratiques qu'il a connues dans le monde de l'entreprise. Donc, s'imaginer avoir mis ces critères-là pour l'ESS, pour nous, semble quand même assez compliqué. On a eu d'autres remarques, en particulier sur la grille des salaires,
1 à 5, c'est encore une fois uniquement sur les salaires, on regarde de 1 à 7, mais sur les 5 salaires, 5 salaires pour 90% de l'ESS. Les 5 euros au salaire, ça fait tout l'éventail des salariés. Donc, encore une fois, on a fait un critère qui est pour les gros et les petits, là-dedans, rentrent pas complètement dans les dispositifs. Voilà, et on aurait pu imaginer que la loi soit un peu plus motrice, un peu plus moteur, en particulier sur la commande publique, sur les clauses sociales. Voilà. On sent qu'il y a eu un souhait de poser une loi, mais il manque pour nous une volonté de développement du secteur, d'utiliser plus les outils. Voilà. On sent qu'il y a une loi qui a été posée, mais qu'il manque un souffle politique un peu plus fort pour nous. Voilà. La commande publique doit être un des moyens possibles. Les clauses sociales doivent être un... Voilà. Il y a plein d'autres outils qui auraient dû être développés et précisés dans cette loi en tant que telle. Après, on peut quand même souligner que c'est une reconnaissance du secteur, c'est important, et que c'est pour nous quelque chose de plutôt positif quand même globalement. Merci Gilles. Vous pouvez applaudir. Donc la parole revient à la salle. Je vais me permettre de répondre à une question qu'a posée Anne Postic tout à l'heure. Il faut parfois être patient pour avoir une forme de réponse. Le lien entre appel à projet et loi ESS a été fait par les sénateurs eux-mêmes, puisqu'ils ont déposé un amendement sur la réforme de la procédure d'appel à projet, et que le ministre Benoît Hamon a indiqué qu'il y aurait une prochaine loi de simplification administrative qui comporterait en particulier un volet sur le secteur médico-social, et qu'effectivement il y a en cours, en tout cas dans les tuyaux, eu des échanges avec la DGCS, en tout cas sur, je ne sais pas si on peut dire une modernisation, en tout cas des travaux sur appel à projet. Ça, c'était pour répondre à la question de tout à l'heure. Y a-t-il, Francis, une question sur l'innovation sociale ou sur tous les sujets que nous avons abordés cet après-midi? Rappeler aussi, en tout cas sans relancer le débat, qu'en tout cas l'UNIOPS elle-même n'a pas souhaité ou ne souhaite toujours pas de définition de l'innovation sociale dans la loi. Alors, j'aurais 2 remarques ou questions, comme on veut. La première porte d'ailleurs sur la définition qui nous a été présentée tout à l'heure de l'innovation sociale. En effet, moi aussi, je partage certaines interrogations sur, je dirais, cet enfermement dans une série de critères, et puis demain, on va en définir d'autres, etc. Mais je dirais, avant les critères, il y a quand même une phrase qui m'a interpellé, où on a dit, bon, l'innovation sociale, on l'a définie comme étant, je dirais, des capacités de réponse à des besoins qui ne sont pas, pour l'instant, couverts par, et je vais reprendre les termes d'Henri Noguès de ce matin, par la sphère marchande ou la sphère politique. C'est le mot qui a été utilisé, c'est le secteur privé ou le secteur public. Mais je le traduis comme ça, pour faire le lien avec les débats de ce matin. Moi, cette définition par le Nini, pour reprendre là aussi des terminologies habituelles, me paraît gênante. Parce que ça veut dire que il peut pas, l'innovation, c'est aussi, et c'est peut-être d'abord, de faire autrement. Dire, bon, on va vous définir l'innovation sociale avec 20 critères, mais d'abord, on balise le champ en excluant pas mal de choses. Et à mon avis, c'est d'ailleurs contraire à la définition de critères. Ou bien on le définit par des critères, et à ce moment-là, on travaille sur ces critères, et on voit ce qui satisfait, mais on ne pose pas des exclusions. Ça, c'est ma première remarque. Donc, ce n'est pas vraiment une question, mais elle peut susciter, en tout cas, des réponses. Ma deuxième remarque porte sur les fonds propres, puisque ça a été un des points de débat de l'après-midi, ici. Bon, certes, la possibilité, la capacité je dirais, d'avoir ou d'identifier ou de développer des fonds propres n'est pas en soi une condition nécessaire ou une condition suffisante à elle seule de l'innovation sociale. Mais quand même, ça aide. D'accord ? Bon, alors, et là je reviens sur les 50% de tout à l'heure, et qui viennent d'être évoqués à l'instant.
Bon, après tout, le monde associatif, lui, il met 100%. D'accord ? Mais la question, c'est, quand il est impliqué dans des politiques publiques, et après tout, ça peut être le cas, c'est souvent le cas, mais a-t-il la possibilité réelle de pouvoir dégager des fonds propres, c'est-à-dire de cette capacité d'investir ? Et à ce moment-là, d'ailleurs, on fausse radicalement la concurrence entre le privé non lucratif et le privé. Et moi, ça me pose aussi une question de fond. Voilà au moins 2 remarques ou questions. Est-ce que ça suscite chez nos intervenants une réponse ou en tout cas une poursuite au débat ? Oui, simplement sur sur ce terme de définition de l'innovation sociale. La loi ne donne pas une définition de l'innovation sociale. Elle donne des caractéristiques de ce qu'est une innovation. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'était pas normatif. Si on donnait une définition précise, on serait dans la norme. Et à partir de ce moment-là, d'abord le Conseil d'État n'aurait pas jugé que ce n'était pas normatif. On est là dans la caractérisation de ce que peut être une innovation sociale. Alors, je comprends que ça ne peut ne pas satisfaire tout le monde. Je pense que c'est quand même un progrès. J'évoquais donc sous forme d'anecdote ce qui nous avait été répondu à un certain temps. On était dans l'absence de reconnaissance. Là, on est quand même déjà dans une reconnaissance. Et je pense que la reconnaissance est quand même déjà un pas. Et je trouve intéressant donc ces caractéristiques. Alors, ensuite, tout ce qui a été dit sur le fait de l'innovation, combien de temps ça dure, etc., c'est effectivement des débats qu'il conviendra d'avoir. Il y a un vrai problème, effectivement, sur la réplique de l'innovation. C'est aussi... alors là, je parle du point de vue des finances publiques. Je ne suis pas certain que dans le contexte qui est le nôtre et qui risque de durer un certain temps, les finances publiques doivent être en permanence à l'origine du financement de l'innovation. Donc, les critères qu'ils se sont posés, c'est effectivement 3 ans, parfois un peu plus. Mais l'idée aussi d'une innovation, c'est de trouver son modèle économique. Et que le modèle économique, on peut mettre d'autres leviers en route, et c'est ce qu'on fait avec le fonds d'innovation, c'est ce qu'on fait avec BPI France en général, dans le cadre du PIA et d'autres. Mais il y a aussi ce qui accompagne l'innovation, c'est le modèle économique. Et le modèle économique, les associations sont tout à fait en capacité d'en trouver. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une capacité dans le fonctionnement des associations de trouver comment dégager à partir de ces innovations une rentabilité qui n'existait peut-être pas avant l'innovation. C'est aussi à ça que sert une innovation. Et c'est en ce sens qu'elle est parfois comparable, contrairement à ce qu'on refusait, avec l'innovation technologique, qui permet souvent aussi donc une plus-value supérieure. Donc, ce sont des termes qu'il faut prendre en considération également. L'innovation, c'est pas simplement se dire nous sommes innovants parce que nous sommes d'économie sociale, ou d'ailleurs l'innovation sociale n'est pas liée qu'au seul secteur de l'économie sociale, même si j'ai toujours défendu qu'il en était le grand fournisseur. Mais donc, c'est pour ça, je crois qu'il ne faut pas se buter en se disant c'est une définition. Non, ce sont des caractéristiques et c'est un début de reconnaissance. Sans doute faudra-t-il aller plus loin par la suite, mais enfin, c'est déjà un premier pas. Anne, tu as une question ? Ici. La question que je me pose, en fait, finalement, avec cette diversification des financements via l'innovation sociale que les associations font depuis tout temps, effectivement. Enfin, je crois que voilà, toutes les associations, depuis le démarrage, quelque part, ont toujours innové dans les réponses par rapport à des besoins sociaux qui se présentent à un moment de l'histoire. Cette diversification, on a l'impression que ça va être un peu le salut des institutions ou des associations.
Alors, je suis un peu provocatrice en disant ça, c'est-à-dire qu'en allant s'adresser une fois à la BPI, une fois au Crédit Coopératif, une fois à la VIS, une fois à France Active, avec effectivement ce que vous disiez de complexité pour les acteurs, voilà, on a l'impression que c'est un peu la panacée. Mais je me dis, est-ce que c'est derrière, pour les publics fragiles, est-ce que finalement ça répond à des exigences de justice sociale ? Parce qu'en fonction des territoires, en fonction de la structure à laquelle on s'adresse, forcément, les critères ne sont pas les mêmes. Donc finalement, une personne sur un territoire n'aura pas la même réponse en fonction du dossier que l'association va présenter. Voilà, donc je me pose la question, peut-être que c'est le salut des associations, mais est-ce que finalement ça va dans le sens des besoins sociaux, de la réponse vraiment égalitaire ou en tout cas équitable des publics? Jean-Michel. Peut-être sur le premier sujet, je ne sais pas si, en tout cas moi, je n'ai pas été clair tout à l'heure, mais notre métier à nous, c'est de financer l'économie sociale et solidaire, qu'elle soit innovante ou pas. Et en l'occurrence, on finance chaque année 150 structures d'insertion qui font bien leur travail, qui se développent ou pas d'ailleurs, et qui ne sont pas forcément innovantes. Donc soyons bien clairs, hein, sur les 1000 structures qu'on finance chaque année, il y en a, nous on estime, entre 5 et 10% qui développent des produits ou des services nouveaux pour répondre à des besoins mal satisfaits. Et le reste, c'est des structures qui font juste bien leur travail et qui apportent l'utilité sociale qu'on leur connaît sur les territoires. Qui régule en fait ? C'est ça ma question. Cette diversification, cette pluralité, qui régule au final est-ce que finalement l'État, dans ce cas-là, ne confie pas un peu à des acteurs divers la mission qu'ils devraient remplir en régulant je cherche mon mot, mais voilà, c'est tout l'objectif de la protection sociale en fait. Il faut qu'il y ait un régulateur. Ouais, alors là, si je voulais être provocateur, je dirais que l'État a confié un certain nombre de missions de service public, ou en tout cas de soutien fort à la cohésion sociale. Enfin, pour moi, l'ossature même de la cohésion sociale sur un certain nombre de sujets, en France, il est assuré par le monde associatif, et en l'occurrence par vous. Et donc, on peut comprendre que l'histoire a fait que l'État s'appuie aussi sur les acteurs associatifs, comme France Active, pour appuyer le développement du secteur. En l'occurrence, c'est des acteurs qui, comme vous, mixent des soutiens financiers publics qui viennent de l'État ou des collectivités territoriales, des régions en particulier, et des ressources privées qui viennent de personnes. En l'occurrence, pour France Active, c'est beaucoup les salariés à travers l'épargne salariale. Et nous, en fait, on sert à faire converger ces intérêts dans l'objectif du soutien au développement des structures d'utilité sociale. Ça ne m'a pas l'air forcément si différent finalement de la mission que vos associations assument sur des sujets un peu différents. Alors Gilles voulait répondre, j'ai vu que Valérie aussi avait saisi le micro. Je voulais juste dire, vous nous interpellez sur la régulation. Je crois que ce n'est pas notre mission, enfin la banque en tout cas, ce n'est pas notre mission. On est juste vigilant quand on intervient aux côtés d'associations de ne pas aller à l'encontre des souhaits du financeur régulateur, qui va être l'État, qui va être le département, etc. Et aussi, on compte beaucoup sur le rôle des fédérations, des URIOPS ou de toutes les fédérations avec qui on travaille, pour ne pas aller à contre-courant de ce qui est le souhait à la fois du mouvement associatif et du financeur, parce que ça ne sert à rien d'accompagner sur une mauvaise voie, une voie sans issue, une association. Par contre, il y a des associations qui ont des passages à vide, qui ont des démarrages difficiles, et là, si on sent qu'à la fois il y a la confiance du réseau associatif et la confiance du financeur, on va essayer d'accompagner. Alors pas tout seul, avec France Active ou d'autres, mais voilà, c'est la seule mission qu'on peut avoir. On ne va pas du tout réguler l'action sociale. Ce serait bien prétentieux de notre part. Gilles.
Là-dessus, pour moi, 2 remarques. C'est il y a normalement des outils qui devraient exister. Donc, je prends sur l'insertion par l'activité économique, on souhaitait, nous, une conférence des financeurs qui disent l'ensemble des financeurs, État, Conseil général, région, PLI, FSE, je peux vous citer plein d'autres, devraient se réunir une fois par an, 2 fois par an, pour se dire sur ce département ou sur cette région-là, l'intervention, il se fait plus par l'État, plus par le Conseil général, plus par tel dispositif, tel machin. Voilà, ça fait juste 5 ans qu'on propose ça, qu'on le demande. C'est un tout début d'inscription dans la réforme, mais on n'est pas réussi à aller jusqu'au bout en tant que tel sur là, les financements, on va dire pérennes, soutien de l'activité. Et après, on pourrait imaginer la même chose pour une coordination sur les territoires. Voilà, ce que je vous disais, on a plein de conventions et on voit bien que sur certains territoires, on arrive à mettre autour de la table France Active, la région, Crédit Coopératif, sur des projets particuliers pour aider une structure ou pour financer des territoires. Voilà. Et ça, ça devrait, pour moi, de se généraliser, de se dire, il y a sur l'ensemble des territoires des conférences de financeurs pérennes et des conférences de financeurs pour le reste de l'exploitation ou les financements plus structurels de la structure. Voilà. On pourrait imaginer que ça se développe et d'être plus en interaction les uns avec les autres. On voit bien qu'on a tous besoin d'une meilleure coordination des différents outils en tant que tels. Donc après, c'est souvent à l'initiative des structures ou d'un territoire. Après, c'est comment ça se généralise. Voilà. Je prends juste un autre exemple. On a une opération extraordinaire sur la Bretagne avec la CCI, sur la question de formation professionnelle avec la CCI, AGFOS PME pour la certification des salariés en insertion d'une structure. Ce projet, on l'a présenté dans 10 autres territoires. Il a été retenu nulle part parce que la CCI ne voulait pas ou l'OPCA ne voulait pas à ce niveau-là. Et on voit bien que des expérimentations super intéressantes dans un territoire, dans d'autres territoires, ne prennent pas parce que ça n'intéresse pas le territoire ou les financeurs du territoire. Donc c'est là où c'est compliqué, des fois, la généralisation. Et sincèrement, pour moi, la définition, pourquoi pas, hein, de l'innovation sociale, mais pour moi, le vrai travail, c'est la pérennisation de l'innovation. Ah. Je crois qu'il y avait une question. Non, là. Bonjour, Marc Alliot, Habitat Alternative Social. Donc, une réaction. Alors déjà, je fais mon mea culpa, ça fait que 10 ans que je suis dans le secteur de l'ESS. Avant, j'étais dans le secteur marchand. Depuis 10 ans, je suis devenu vertueux. Au-delà de l'humour, simplement pour dire que l'innovation, par expérience, elle rentre jamais dans les cases. Et ça, au-delà de ce que nous, acteurs, qui mettons en place de l'innovation, sa promotion, son portage, etc., il faut aussi que l'ensemble des acteurs, et entre autres les financeurs, les cofinanceurs, prennent en compte que ça ne va pas rentrer exactement dans la case qu'ils ont prévue. Je sais que c'est une position globalement partagée. Après, les déclinaisons en région ou en département, enfin, locales sont parfois plus complexes. Et je voudrais simplement rappeler que, par essence, ça ne rentrera pas dans la case et que ça, c'est un facteur important à prendre en compte. Voilà, merci. Je vais juste rebondir rapidement, effectivement, sur le « ça ne rentre pas dans les cases ». On a, avec nos dispositifs Capage et donc le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a ce souci-là. Parce que ce n'est pas de l'aide à domicile, ce n'est pas du soin à domicile, c'est autre chose. Et donc, c'est compliqué à faire comprendre. Sur le modèle économique, on réfléchit évidemment et on sait bien que les 30 Glorieuses, c'est terminé et qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Mais c'est voilà, sur cette forme de projet-là, on en a dans toute la France. Et du coup, la Fédération nationale est en train de négocier avec les caisses de retraite complémentaires pour qu'il y ait une équité, justement, et que tout le monde sur les territoires puisse bénéficier d'un dispositif comme celui-là. Et du coup, de négocier pour qu'il y ait un paiement par les caisses complémentaires
par usager, en fait, comme il y a dans l'aide au domicile, si j'ai tout compris. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est aussi, j'allais dire, ça va faire jurisprudence quelque part et on pourra développer plus. Mais effectivement, c'est la nécessité, la grande nécessité aussi d'être fédéré et d'avoir des petites structures, mais qu'elles puissent se fédérer pour être plus fortes et pour faire avancer les choses. Et effectivement, on aurait plus d'équité, parce que c'est compliqué. Enfin, nous, le modèle économique, on ne va pas demander aux usagers de payer, je ne sais pas, 15 € l'après-midi. Enfin, c'est impossible et inenvisageable quand on est sur des personnes en précarité qui sont fortement isolées. Donc, il faut qu'on trouve d'autres biais, et c'est là que ça nous pose souci. Une question de Bruno de Laval. Sido. À la fois, pour revenir à ce qui a été montré ce matin, on voit quand même que la part des usagers au financement des projets est quand même en augmentation ces dernières années. Ce que je retiens de l'intervention de Madame, c'est qu'en fait, quand on est sur le terrain et qu'on est militant, on ne se retrouve pas obligatoirement dans les termes d'entrepreneuriat social. Ça me paraît être un point fort politiquement, parce que de ce fait, si on a des mots, du vocabulaire qui entraînent du brouillage, on ne simplifie pas le débat. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Et c'est bien que les acteurs locaux soient entendus et qu'on n'ait pas une technocratie nouvelle, à la fois sur l'innovation sociale ou à la fois sur les définitions des champs et des périmètres. Je dis ça parce que le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a que 2 départements. Il y a un département qui avait fait un fonds sur l'innovation sociale. Il avait fait un cahier des charges. Il y avait tellement de charges qu'il n'y a pas eu de dossier déposé. Et qu'il nous disait, mais venez déposer, on va consommer, parce qu'on ne consomme pas. On va nous retirer la ligne budgétaire. On est à la logique de l'absurdité de la bureaucratie, qu'au point on ne l'utilise pas. Ça, c'est plutôt une observation sur dire comment on la fait vivre, comment elle bouge, comment elle est elle-même innovante en permanence. Ma deuxième, c'est plutôt une question discutant, en prenant vos prises de parole avec ma voisine. Je viens de m'apercevoir que dans les DLA, dans le soutien des acteurs locaux, il n'y a pas non plus des positions communes du côté DLA. Elle me disait qu'en tant que tête de réseau, elle pouvait être financée par un DLA pour accompagner la structuration des acteurs locaux. Nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est assez interdit. Alors, tu n'es pas bretonne, tu n'as pas porté de bonnet particulier pour avoir un droit, mais nous, je ne sais pas comment on va faire. De ce fait, est-ce que de ce fait, il y a une équité de traitement, des règles du jeu? Qu'est-ce qu'on attend des têtes de réseau? Qu'est-ce qu'on attend des fédérations? Parce que s'il y a... il y aura des débats importants dans ce qu'on a vu là, dans la loi d'accompagnement, accompagnement de posture des acteurs là-dessus, accompagnement dans l'innovation, comment on compte sur une équité de traitement entre les têtes de réseau et entre les territoires. Est-ce que ça évoque... Non. Gilles? J'ai la chance de faire partie du CNAR IAE, donc sur lequel, voilà, donc, auquel je ne parlerai pas pour le CNAR social. Voilà, dans lequel ces sujets sont particulièrement abordés. On a eu une réunion la semaine dernière à ce sujet-là, et on voit bien que la coordination du territoire entre DLA, tête de réseau, le Fonds territorial de France Active et d'autres réponses fait partie du plan stratégique DLA, voilà, avec une redéfinition et avec une nécessité d'une meilleure coordination. Et ce que vous témoignez est exactement la même chose pour l'IAE. Dans certains départements, dans certaines régions, les têtes de réseau peuvent être prestataires. Et dans d'autres régions ne peuvent pas. Voilà. Donc après, on voit bien qu'il y a une différence du territoire, mais après, fondamentalement, qu'ils interviennent ou qu'ils n'interviennent pas, voilà. Dans certains endroits, c'est pas plus mal, on va dire ça comme ça. Mais après, ce qui est fondamental, c'est vraiment la coordination. Et on voit bien qu'il n'y a pas encore une interaction entre j'ai fait un DLA, on a, nous, à l'intérieur du CNAR, monté un outil qui s'appelle l'autodiagnostic avec le CNAR Financement. On voit bien qu'il y a intervention de l'autodiagnostic, potentiellement du DLA, de la tête de réseau régional à côté ou national pour Emmaüs, après le Fonds territorial France Active. Voilà, et que autour de ça, et après derrière, il y aurait potentiellement les financeurs. Alors, donc on voit bien que une partie de notre travail, ça va être mieux coordonné sur les territoires, ces différents opérateurs, pour que la structure soit mieux accompagnée et que derrière, les personnes soient elles aussi mieux accompagnées. Et fondamentalement, c'est un des chantiers 2014, de plus en plus, ça va être ça pour moi.